Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est notre podcast, notre émission dans laquelle on invite des personnalités extraordinaires de la Terrario. Parce que bien sûr, nous sommes bel et bien ici pour parler Terrario. Et aujourd'hui, un jeune homme particulièrement doué et particulièrement expérimenté est venu dans nos studios discuter 1 heure avec moi. Je vous souhaite un bon épisode. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Salut Théo. Salut Mathieu. Un plaisir de t'accueillir, ça fait un moment que je t'invite sur ce foutu plateau. C'est vrai, merci. Ça fait un moment que je réclame pour venir. Ouais. À l'heure où on parle, là on est en fin d'année, décembre 2024. Je voulais vraiment sincèrement vous présenter Théo. Théo qui travaille chez Reptilis. Tu auras l'occasion de te présenter juste après dans les détails. Théo, c'est un terrariophile de fou, avec une humilité de fou, qui a élevé des reptiles de fou. Enfin, voilà, il y a du savoir-faire, il y a de l'expérience, un vrai professionnel, et très humble et très discret. Donc voilà, moi je voulais te présenter, parce qu'à chaque fois tu me racontes des trucs de dingue sur ta terrario, et puis c'est ça le but de l'homme à wild, c'est d'aller partager un petit peu. Merci Mathieu. Et on fait un coucou à Ben, qui est derrière la caméra. Salut Ben. Qui bosse comme un fou pour tous ces tournages. Alors Théo, si on commençait par te présenter, toi, qui es-tu ? Eh bien écoute, moi c'est Théo. J'ai 23 ans, je travaille chez Reptilis depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc j'ai élevé beaucoup de lézards. Yes. Récemment, beaucoup de serpents. Plus de serpents que de lézards. Et puis... Donc Théo Mazzini, tu travailles chez Reptilis. Qu'est-ce que tu fais chez Reptilis ? Comment t'as fini là ? Reptilis d'ailleurs, qu'on salue. Stéphane, Anne-Laure, toute l'équipe, Clément. Yes. Quentin. Reptilis Shop, du coup, entreprise spécialisée, animalerie spécialisée dans le monde du reptile, depuis déjà de nombreuses années, qui sont bien sûr partenaires de l'Homme à Wild, qui on a fait plein de trucs. Nous, on s'est connus comme ça. On s'est connus à Reptilis depuis 1 an. Yes. Exactement. Comment t'es arrivé là ? Alors, comment je suis arrivé à Reptilis ? Eh bien, tout simplement, j'ai postulé à Reptilis. Ah bon ? Donc là, chez Reptilis, je m'occupe de la préparation de tous les colis de matériel, donc pas d'animaux vivants, tout ça, mais tout le matériel en fait part depuis la boutique. Et donc moi, je m'occupe de toute cette partie-là, et également du conseil client de la boutique avec Clément. Ok, d'accord. Clément Pigot, qu'on salue aussi. Salut Clément. Si t'as fini chez Reptilis, c'est que t'es un passionné de reptiles. Exactement. Raconte-moi un petit peu. Trop passionné. D'où ça vient cette passion ? D'où ça vient cette passion ? Ça fait très longtemps que je suis passionné de reptiles. Je pense que comme tout le monde, j'ai bien les dinosaures, tout ça. Ouais, okay. Je suis passé par là aussi. On commence tous comme ça. Quand j'étais tout jeune, je suis parti en Espagne avec mes parents et ma mère s'amusait à attraper des petits lézards dans le jardin, les coller sur la chemise, et c'est le premier contact que j'ai eu avec des reptiles et ça m'a directement plu. Donc plusieurs années après, je me suis renseigné, je me suis intéressé et c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit dans les reptiles. À quel âge à peu près t'as eu ton premier reptile ? Mon premier reptile ? À la louche, hein ? À la louche, j'avais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. 14-15 ans. Ouais, t'as commencé jeune quand même. Assez jeune. Et c'était quoi ? C'était un Corylopus ciliatus. Donc gecko à crête. Gecko à crête, exactement. Ok, t'as commencé par du gecko. J'ai commencé par du gecko, que j'ai toujours. Je savais même pas. Écoute, c'est pas mal pour embrayer sur cette première partie. Dans cette première partie, j'ai envie qu'on parle lézard. Ok, parlons lézard. Ok, alors t'as commencé par du gecko. Je sais que t'as eu plein de trucs. J'ai eu beaucoup de trucs. On va les faire un peu dans l'ordre, si tu veux bien. Ok. Qu'est-ce que t'as maintenu ? Comment tu les as maintenus ? Est-ce que t'as des anecdotes à raconter là-dessus ? Qu'est-ce que j'ai maintenu ? J'ai maintenu beaucoup de lézards au départ. Yes. Parce qu'au tout départ, forcément, j'ai tâtonné un petit peu, savoir ce qui me plaisait le plus, tout ça. Donc j'ai eu quelques petits geckonidés, des Felzuma clémeri. Donc ça, c'est des geckos diurnes qui vivent le jour. Très colorés, bleu électrique. Okay. Avec du jaune vert sur le dos, enfin vraiment très sympa, très belle espèce, très active, très intéressant à observer. Comment t'as maintenu ça ? Alors j'ai maintenu ça très simplement, c'était petit terra de 45-60, des bambous dans tous les sens, des plantes dans tous les sens, très simple à maintenir, des UV, un bon éclairage LED,
ça se déroule très très bien. D'accord, ok. C'est un comportement assez vif, ça. C'est je très dis, hein. vif, mais très curieux. C'est un animal qui est très intéressant, qui n'a pas spécialement peur de l'homme. Ok, ça se manipule ou pas? Ça se manipule pas vraiment, c'est des animaux assez sensibles, mais très curieux. Donc c'est des animaux qui peuvent manger en fait, ils mangent de la compote, ils mangent des insectes, et c'est des animaux qui mangent volontiers à la cuillère, à la main, enfin sur le doigt. Donc c'est vraiment la curiosité prend le dessus. D'accord, ok. Donc c'est plutôt contemplatif, enfin je veux dire, c'est pas des animaux avec lesquels on va faire de l'interaction. Non, c'est etc. très vif, c'est des animaux qu'on peut échapper facilement. Donc c'est des animaux qui sont très jolis et qu'on préfère observer plutôt que manipuler. Et ça se nourrit de quoi? Alors ça se nourrit d'insectes, de compotes, le même type de compote qu'on donne aux geckos à crête. Ça mange tout type d'insectes, des grillons, des criquets, des blattes, des drosophiles, enfin vraiment de tout. Ok. Moi ce que j'aime bien chez les Felzuma, j'en ai jamais maintenu, c'est que déjà c'est des geckos, mais diurnes. Tu peux les observer, très c'est original. hyper vif, hyper dynamique. Et en fait dans ton terrarium, si tu agences bien, que tu arrives à... Voilà, il y a des zones où il peut se mettre en valeur. Il y a des photos de fou à faire. Parce qu'en termes de couleurs, c'est pétant de hyper ouf. dingo. Ouais, dingo. Vraiment incroyable comme espèce. Alors, qu'est-ce que tu as eu d'autre après? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des chlamydosaurus, j'ai eu des varans. Alors, Chlamydosaurus, on va les faire dans l'ordre. C'est quoi un Chlamydosaurus? Alors, chlamydosaurus, lézard à collerette, Ouais. donc une espèce mythique en terrario. Le lézard avec la fameuse coiffe autour de la tête, très Le impressionnant. dilophosaure de Jurassic Park. Exactement ça. Donc une très belle espèce, vraiment très sympa. Ça vient d'où ça? Alors on en retrouve en Australie, on en retrouve en Indonésie. Ouais. Donc en captivité, c'est très souvent la souche indonésienne qu'on a. Les Australiens sont beaucoup plus rares. Bah, en fait, on va dire que l'Australie a fermé ses frontières en termes C'est ça. d'exportation, mais pour nous d'importation. On peut plus faire importer d'animaux On peut prélevés plus faire d'Australie importer d'animaux légalement. légalement. Et Et même tout illégalement, court, quoi. c'est C'est impossible. niette. Ouais, du coup. Donc Chlamydosaurus, une espèce très sympa, c'est un animal qui, alors pour le coup, qui est assez familier. Ça mange à la pince, ça mange à la main, c'est des animaux, on peut avoir un vrai contact. C'est un peu pour moi l'équivalent du pogona en arboricole. Ouais, ça mesure combien à peu près? Parce que là, on commence à avoir des jolies tailles là quand On même. commence à avoir des jolies tailles. Pour un mâle, on va tourner aux alentours des 70 cm. Ok. C'est calme? C'est très très calme. Franchement, c'est ça fout vraiment- rien. Ça fout rien. C'est une espèce qui est. Si tu veux un truc qui bouge, tu prends pas ça. Ouais, ça bouge pas du tout. Ça fait rien. Ça bouge vraiment pas. Le seul moment où on les voit bouger, c'est quand on lâche des insectes dans le Mais c'est terrain. incroyable, j'ai jamais vu un lézard qui bouge autant jamais. Il se met sur sa branche au même endroit, C'est ça. la tête vers le haut. Ils ont la tête Mais- vers le haut comme ça, avec leur coiffe le long du cou comme ça, C'est ça. et Mais ça bouge pas. il court, c'est très impressionnant. Il court sur deux pattes. Ah ouais, ça, c'est dingo, par c'est contre. vraiment cool. Et donc il bouge en captivité. Il bouge vraiment quand on les nourrit, quand on les laisse chasser. Sinon, en temps normal, c'est une espèce qui passe beaucoup de temps sur les branches, qui lézarde bien tranquillement, Qui est peinard, qui est détendu en fait. qui est détendu, qui est pas caché. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, quand on regarde TikTok, etc., on voit tout le temps des vidéos de Chlamydosaurus, du coup, les aracollerettes, mais sauvages, excités, surexcités, C'est ça. qui courent sur les deux pattes, mais avec la collerette, la collerette déployée et tout, déployée. la gueule ouverte. D'ailleurs, je crois que c'est indissociable. Hein. Quand ils déploient la collerette, je crois qu'ils doivent tout le temps ouvrir la gueule. Il y a une mécanique corporelle, je crois, qui fait que c'est Ok. obligatoire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Bah, il me semble. Une incertitude. Il faudra fact-checker. Il faut On qu'on dit regarde plus ça. vérifier maintenant, on dit fact-checker. Il On faudra va- fact-checker mes propos. Donc, mais c'est vrai qu'en captivité, malheureusement ou heureusement, c'est qu'ils sont très détendus, mais ils coiffent très rarement. Ouais. C'est très rare de les observer coiffés. Il faut vraiment les embêter, il faut vraiment les stresser. Donc, on profite pas spécialement de cette collerette. Après, c'est une espèce qui est vachement sympa à élever. Ok. En plus, comme c'est calme, en fait, c'est souvent assez sociable. Les caresses sous la gorge, etc., les manipuler, c'est assez facile. C'est ça, ils sont très tolérants. Je le comparais au pogona. C'est une espèce pour moi qui est aussi tolérante que le pogona. En fait, pour débuter, c'est nickel. C'est l'idéal pour débuter. Tu Si on veut maintiens ça quelque dans chose, quoi? pas un gros terra, pour moi en 90, 45, 90 pour un spécimen adulte, c'est suffisant. C'est un animal qu'on peut sortir assez facilement, tout ça, donc il peut profiter de plus gros espaces. Mais Ouais. pour moi, un terra de 90, 45, 90, c'est ok pour un spécimen. Faut que ce soit chaud.
il faut que ce soit chaud, il faut les chauffer. Tout dépend aussi de la souche, mais si on parle des Indonésiens, moi je les chaufferais aux alentours des 32 degrés au niveau du point chaud. Ouais, c'est déjà chaud, ouais. C'est déjà chaud. Ok. Et pour un couple, Pour la taille du du terrain, Terra, ouais, par exemple. sensiblement plus grand. 120, c'est ça, 120, 45, 90 pour Ça moi. marcherait. Pour un couple, c'est parfait. 120, 45, 90 ou 120, 60, 90 pour 120, mettre plus de 60, profondeur. 90. Après, Là, ils seront confortables. c'est des animaux qui se plaisent dans des gros volumes, hein. Moi, je les ai élevés dans des 120, 60, 120. Ils se plaisent très bien dans ce type de volume. Après, c'est pas spécialement l'espèce qui va exploiter l'entièreté du terrarium. C'est ça, c'est calme. C'est Et ça. moi, je les conseille vraiment à des gens qui aiment bien les agamidés, déjà parce qu'ils sont très beaux, ils sont vraiment classe. Et sinon, des débutants, en fait, qui veulent commencer par autre chose que les grands standards, c'est-à-dire Pogona, Gecko à crête, en lézard, ou Gecko léopard. C'est ça. Franchement, en agamidé arboricole, Chlamydosaurus, c'est un excellent truc, quoi. Ça en jette à fond. Ça permet d'avoir un truc qui est très original, Qui est grand. qui se manipule facilement. Enfin, c'est vraiment pour Sans moi trop de difficulté. l'espèce idéale. Quand on veut quelque chose qui change et tout, c'est l'espèce parfaite. Alors après, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Donc des varans, des téjus. Alors, des varans. Des varans. On va s'arrêter à chaque fois. Qu'est-ce que tu as eu comme varan? Quelques varans. J'ai eu du Varanus exanthematicus, varan des savanes, Varanus tristis, du Varanus gloerti, Varanus pilvarensis. Plein de trucs. On va J'ai- prendre tout le podcast à parler des varans, là. Varanus acanthurus, enfin, les varans, voilà, des varans classiques, plutôt le complexe Odatria. Donc australien, ça que donc tu veux dire. australien, c'est Yes, ça, des les petits petits varans varans australiens. T'as parlé d'un exanthematicus, Oui. ça m'intéresse. Là, c'est à part. Là, c'est de l'africain. Tu peux me parler un peu de ça parce que là, c'est un gros lézard là C'est déjà. un gros lézard, c'est très particulier. C'est un lézard qui est très répandu, mais qui est très complexe. Alors pas dans son élevage, mais qui demande beaucoup des grosses infrastructures, beaucoup de chauffage, qui mange beaucoup et qui est plutôt insectivore. Donc c'est un animal qui demande vraiment d'être très précis dans ce qu'on fait. Et souvent, on les voit nourris avec des rongeurs, tout ça. C'est un animal qui mange quasiment que des insectes. D'accord. Ok. Pourtant, moi, j'aurais tendance à donner des souris, etc. Ils peuvent manger des souris, c'est intéressant d'en donner. Moi, J'ai jamais maintenu, hein, mais j'ai déjà. Bonjour le chat. Bonjour le chat. Elle est venue me faire un un bisou. petit invité C'est ça. surprise. En fait, c'est sa litière derrière, donc Exactement. D'où tu vas l'odeur. voir, c'est chouette. De- En fait, j'ai connu des proches qui ont eu un Varanus exanthematicus, varan des savanes, qui est mort de manière prématurée en plus. Ok. Des problèmes de croissance au niveau organique, je sais plus trop, les reins, machin, j'ai plus le détail, mais il me semble que c'est à cause de ça justement. Trop souris, d'alimentation carnée. Ouais. probablement. Ouais. C'est possible. C'est le problème de beaucoup de varans des savanes en captivité. Combien ça mesure? Alors, ça mesure entre 70 cm pour une femelle jusqu'à 1m10, 1m20 pour des gros mâles. Donc ça peut devenir assez gros. C'est le plus gros varan qu'on peut avoir sans certificat de capacité en France. Ouais. Donc ça fait déjà une belle taille. C'est un varan qui est assez impressionnant. Les gros mâles sont très impressionnants. C'est très vif, c'est très élégant. Donc Moi j'adore, ils ont une tête incroyable. ils ont une tête incroyable. C'est des varans qui n'ont pas une tête de varan. C'est ça. C'est unique. Ils ont une tête très particulière, un peu comme le Salvadori, avec des têtes vachement différentes, qui sont moins fines que ce qu'on voit d'habitude. Donc Un nez bombé. c'est ça, très sympa comme espèce. C'est un peu l'Albigularis miniature. Ouais, exactement. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est agressif? C'est pas agressif. Souvent, les jeunes spécimens sont assez vifs, assez défensifs. Mais c'est un animal, les varans, Somme toute, comme beaucoup de lézards, comme beaucoup de varans. beaucoup de lézards, beaucoup de serpents au départ. Mhm. Et tout est une question d'acclimatation, de temps passé avec. Et le gros avantage des varans, c'est qu'ils répondent très facilement à la nourriture. Et donc, avec des criquets, des blattes, tout ça, c'est des animaux qu'on peut très facilement domestiquer, entre guillemets. On va pouvoir créer un lien, ils vont pouvoir tolérer l'homme assez facilement. Et on peut assez facilement avoir des bons résultats. Ouais, en fait, c'est des lézards assez intelligents. C'est très intelligent. Les varans, on voit qu'ils sont un petit peu au-dessus des autres et qu'ils ont une intelligence supérieure quand on regarde tout ce que le complexe Prasinus est capable de faire, tout ça. Pour moi, c'est des reptiles qui sont un peu au-dessus d'un point de vue intelligence. Et Ben, c'est un varan ou pas? Et-
Varan des savanes, c'est gros. C'est Ok, gros. ça a déjà des grosses griffes. Oui. Ça se manipule, il y a de l'interaction avec toi. T'as fait un peu tout ce travail-là. Ouais, carrément. Moi, c'est un spécimen que j'ai eu adulte. Ouais. Donc j'ai pas Ah, eu. donc t'as pas fait la croissance. J'ai pas fait la croissance du tout. C'est un animal que j'ai eu D'accord. adulte. Et donc qui était déjà plutôt cool. Et une petite giclée dans l'œil. Ouais, une giclée de café, c'est pas agréable. Vas-y, continue. Donc c'est un animal que j'ai eu adulte. Donc j'ai pas eu tout ce travail de départ à faire. Il était somme toute déjà plutôt cool. Donc j'ai juste continué ce travail-là, continué avec les insectes, tout ça. Et ça en fait un animal qui est vraiment familier. Tout ce qui est gros lézards, les varans, les téjus, les iguanes, tout ça, c'est des animaux avec lesquels on peut avoir très facilement des interactions. Et donc là, c'était le cas du varan des savanes. Si tu devais me parler de l'installation. L'installation, ça demande beaucoup de place. Ouais. Moi, je l'ai élevé dans un terrarium de 2 mètres sur 80 cm sur 1,20 m de haut. Ok, ouais, en effet. Ouais, Donc, ouais, ça demande pas mal de place. Ils sont plutôt terrestres, enfin même, c'est des animaux qu'on voit pas souvent grimper. Ils vont grimper sur des surfaces plutôt planes, des empilements rocheux, des branches qui sont couchées, mais ils vont pas grimper à la verticale. D'accord. Donc plutôt terrestre, mais j'avais 120 de haut parce qu'il demande une bonne épaisseur de substrat. C'est un animal qui aime bien creuser des galeries, tout ça. Donc il faut une bonne trentaine de centimètres de substrat pour les élever. Ça demande de bien les chauffer. C'est un varan africain. Moi, j'avais un point chaud qui était vraiment très très haut pour le coup. Souvent, c'est des températures qu'on voit très peu en captivité. En point chaud localisé avec un thermomètre infrarouge, j'arrivais à 65-70 degrés très localisé. Mais c'est trop, c'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, il est allé en bordure, c'est ça ? Il s'exposait sous les spots, il s'exposait sous les spots chauffants. Donc comme c'était un gros lézard, j'avais pas un seul spot chauffant parce qu'on ne peut pas couvrir la surface entière de l'animal. Donc j'avais 3-4 spots réunis qui formaient une grosse plage de chauffe. Et au point le plus chaud, vraiment au milieu central, j'avais 65-70 degrés en surface, donc sur une pierre, très localisée. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, on redescendait en température. C'est des températures qui convenaient pour un adulte. Maintenant, sur des tout jeunes, des animaux fraîchement arrivés, tout ça, je ne recommanderais pas de les chauffer à 70 degrés. Mais là, pour le coup, d'avoir un point chaud comme ça permettait d'avoir un varan qui était très actif. Il faisait des allers-retours point chaud, point froid. Ça évite qu'il lézarde en fait toute la journée en dessous du point chaud. Donc plus d'activité, plus d'appétit, un nourrissage adapté, ça en fait un animal qui est très actif et qui est très intéressant à observer. Ça mange beaucoup ? Ça mange beaucoup. Par repas, il faut... Donc c'est quand même un investissement en termes de au niveau si on veut le nourrir correctement en partant sur une bonne base d'insectes, ça demande les coûts sont assez élevés. Moi, il mangeait une centaine de criquets par semaine au minimum, en complément d'un élevage en complément d'un élevage de dubia à côté. Oh le Donc, bordel ! Il faut compter pour moi 400 criquets par mois si on veut le nourrir qu'aux insectes. Criquet adulte. Criquet adulte. Ouais, okay. Pour un animal adulte. Ah là, ça commence à être costaud. Ça commence à être costaud, mais c'est ce qui fait qu'on garde des varans élancés vraiment fins et actifs et intéressants à observer. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, en captivité, on observe beaucoup les Exanthematicus, les varans des savanes, on en observe beaucoup qui sont fat, tu vois. C'est ça. Mous, qui passent leur journée à lézarder. C'est ça, qui sont un peu pas grassouillés, ouais. Qui sont parfois pas assez chauffés, ce qui leur permet pas de digérer correctement des proies carnées. Et en fait, ils stockent la graisse et donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Ils s'engraissent. C'est là qu'on fout en l'air leur santé, en fait. C'est ça, c'est là qu'on a des varans qui vivent pas très longtemps par rapport à ce qu'ils devraient vivre. Ok. Je suis désolé, j'ai plus de voix. Je suis malade, je suis enrhumé, c'est l'hiver, on est dans le nord. Il fait au moins -10 000. Ok, tu m'as parlé de varans australiens. Ah, ça, j'aime beaucoup. Tu sais, moi j'ai des Varanus tristis. Des très beaux tristis. Ouais, des très beaux tristis. Des très beaux tristis. Moi aussi, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Raconte un petit peu. Alors, refais-moi la liste un peu des espèces australiennes que tu as eues. Donc en australien, j'ai du tristis, du gluerti, de l'acanthurus, du pilbarensis. Bon, les plus classiques en fait. Excellent quoi. Les plus classiques. Donc le tout premier varan australien que j'ai eu, c'était du gluerti. C'était donc c'est varan de Kimberley. Varan de Kimberley. Yes.
L'une des plus belles espèces pour moi. Celui-là, il est fabuleux. En fait, c'est celui qui a une répartition corps-queue la plus marquée. En fait, son corps est quand même plus petit que les autres, avec une très longue C'est ça. queue. La queue est Queue très noire, longue. grise, annelée, C'est ça. d'anneaux blancs. Avec des anneaux, le cou est très long. La forme du varan est très particulière, La très tête, elle originale. est fine. C'est ça. Pointue. Une tête très fine, très pointue. Un cou très long, la queue très longue. Le lézard, il est Le lézard incroyable. parfait. Agile. Le lézard parfait. Ah ouais, c'est Très incroyable. actif. C'est vraiment, pour moi, le plus beau du complexe. Varanus gluerti. Ouais. C'est pas très dur à trouver. Hein. C'est pas très dur. C'est un varan qui est devenu. Alors, il y a quelques années, c'était pas forcément évident à trouver. Ça valait assez cher. Maintenant, c'est un varan qui est plutôt abordable. Au niveau des tarifs, on est largement en dessous des varans du complexe. Niveau tarif, ça se situe aux alentours de la Canturus, du Tristis, tout ça. Donc c'est devenu abordable, c'est devenu trouvable assez facilement. Le Tristis, c'est un peu plus rare, un peu plus dur à Tristis, c'est trouver. plus rare. C'est plus rare. C'est des animaux qui sont moins communs, qui ont parfois un peu plus de caractère, et donc que les gens apprécient parfois un peu moins. Donc il y a forcément moins de reproduction, tout ça, mais c'est un varan qui est tout aussi intéressant que le Gluerti, quoi. Bah, Tristis, moi j'adore. Bah, j'en ai deux, j'ai un très bon choix. En fait, il est un peu moins élancé, agile, un peu plus costaud, mais on n'est pas sur un truc fat comme un Acanthurus. C'est ça. On reste sur un lézard quand même arboricole, semi-arboricole. Ça va dépendre de la localité, en fait, en Tristis. C'est même pas une question de localité. Il y a des localités, mais il y a même deux espèces de Tristis. Il y a le Tristis de sous-espèces. Et Tristis orientalis. Exactement. Qui est très très flou en captivité. Bah, tout s'est mélangé avec le temps et on peut plus aller chercher les sauvages. Donc c'est comme ça. Tristis orientalis qui va être plus petit, plus fin, plus arboricole, de couleur plus claire. Plus clair, plus coloré, plus de rouge. Enfin, il y a beaucoup de nuances. Et le Tristis qui va être plus grand, plus puissant. Plus grand, avec souvent la gorge noire, la tête noire, la queue noire. Moins arboricole. Moins arboricole. Ouais. Et plus volumineux. Alors, moi, le orientalis, j'ai moins travaillé le sujet. Le Tristis, là, je sais qu'il y a des sujets de localité dans l'ouest de l'Australie. Ouais. Parce qu'en fait, ils se sont un peu coupés l'Australie en deux, les deux. Et en fait, il y en a qui ont la tête noire, il y en a qui ont que la queue noire, il y en a qui ont les deux. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de vraiment reconnu. Il y a des populations établies, des localités, comme sur le Gluerti. Quand tu regardes le Gluerti, en fonction des localités, l'aire de répartition est plus centralisée que le Tristis. Mais on a des Gluerti qui ont la dorsale qui est quasiment bleue. Je pourrais te montrer des photos, mais j'ai quelques photos de Gluerti je suis preneur. Qui ont des ocelles vraiment bleues, très marquées, des spécimens très rouges, des spécimens plutôt clairs, plutôt basiques. Et donc là, il y a toute une histoire de localité aussi, je pense, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu les recherches. Mais l'Australie, franchement, c'est la folie des varans. La folie, c'est le paradis des varans. C'est le paradis des varans. Moi, honnêtement, c'est en Australie qu'il y a les espèces que je préfère. C'est quoi ton espèce préférée ? Giganteus, qu'on appelle Varanus perranti. Très bon choix. C'est mon varan préféré de toute la planète. Je pense que c'est mon lézard préféré tout court. Ok, carrément. Même encore plus que Gonocéphalus, j'ai envie de dire, mais c'est pas pareil. J'ai moins la... Bah, puis tu trouves pas ça dans tous les coins de rue. C'est vraiment peu commun. Ouais. C'est magnifique, tu vois. C'est pour moi l'un des plus beaux varans. Enfin, ils sont tous très jolis. Mais c'est vraiment dans le haut du panier des varans. C'est vraiment le varan de rêve pour tous les amateurs. En fait, c'est un très grand varan. C'est un des plus grands, mais c'est pas parmi les plus énormes, mais il est très grand. Il me semble que c'est le plus grand d'Australie. Ouais. On est dans le top 5 en taille, je crois. Peut-être dans les 4 ou 5e plus grands varans du monde. Je sais qu'il est extrêmement rapide. C'est un varan qui court très très vite. Il a une peau un peu rosacée, un peu beige rosacée. C'est ça. Et des alvéoles. Des motifs sur le cou qui sont incroyables. Des toiles, des alvéoles là, noires, mais incroyables. Magnifique. Et en fait, il a cette forme de rêve du lézard long effilé, agile et rapide. C'est ça. Mais format grand quoi. Format XL. Parce que quand on parle des grands varans, on va penser à quoi ? On va penser à Komodo qui est énorme, massif, puissant, costaud, dinosaure. On va penser au Salvadori. Salvadori, pareil. Énorme, gros nez, machin. Un peu plus fin. Ouais. Mais ça reste du très très gros varan. Ouais. Après il y a Varanus Salvator, varan malais, tout ça, ouais. Mais le Perranti, il est fin, quoi. Il est fin, c'est une pépite. C'est un elfe. C'est ça. C'est l'elfe des grands varans. Ils sont vraiment top. Yes.
Ça, c'est vraiment le rêve. Par contre, c'est introuvable. Puis tu peux pas. Enfin, là, c'est Très compliqué, truc ça de malade demande mental. des installations énormes, et puis bon, enfin, c'est vraiment pas un varan qu'on peut acheter comme ça, quoi. On a les mêmes rêves, je crois. On a Je les pense mêmes qu'on a rêves. les mêmes rêves. Niveau varan, t'es un homme de goût, donc je pense Yeah. qu'on s'entend là-dessus. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc. On va arriver à la fin de cette première partie. On n'a pas encore fait le tour des lézards. Donc ce podcast entier, il sera orienté lézards. Ok, c'est parfait. Tu sais ce que ça signifie? Il va falloir revenir, faire un deuxième podcast sur les Sur serpents. les serpents, carrément, avec grand plaisir. Bon, on part en pause. Nous, on va refaire le plein de café parce que honnêtement, On est à sec là. on en a besoin. Et tout de suite. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus, nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Et tout le monde, Théo, ça va toujours? Ça va toujours aussi bien, La méga forme. la forme. Je crois qu'on a oublié de faire le plein de café. On a oublié, on va faire ça. En fait, on allait se promener dans la salle tropicale, on allait voir les lézards de nuit et on a du coup pas pensé à faire la plein de café. C'est pas grave, C'est pas pas besoin de grave. café. Tant pis, mais il reste un petit fond, petit fond là. Alors, on en était toujours au varan australien. Toujours. Donc dans ta petite liste, tu as eu Gloherty, on en a parlé un petit peu. Ouais. Tristis, on en a parlé aussi. Tristis, c'est mes préférés à moi dans les petits varans qu'on peut avoir sans certificat de capacité. Et Pilbarendis, tu as eu. Pilbarendis. Tu peux me parler un peu de ça? Ça, c'est pas Pilbarendis, grand. Hein. C'est pas très grand, c'est du petit varan australien. Les mâles font 45 cm, quelque chose comme ça. Les femelles beaucoup plus petites, c'est très actif comme tous les varans. C'est un des plus petits, hein, varan. C'est un des plus petits, ouais, il fait partie des plus petits, ouais. Mhm. Donc toujours très intéressant à observer. Insectivore, qui est très coloré pour le coup. Oui, il est Ils sont- réputé pour ouais. ça, exactement, pour sa couleur. Ils sont vraiment colorés, ils ont vraiment du rouge qui part de la tête jusque quasiment la queue. C'est un genre de rouge orangé. Rouge Rouille. Rouge brique. Rouge brique, Rouge brique, ouais. du Nord. Donc, Brique de chez nous. Brique de Schnorr. Exactement. Donc une très belle espèce. Ah ouais. Génial. Est-ce que ça a une maintenance différente? Est-ce que c'est... on est dans les mêmes conditions encore Même là condition que du Tristis, du Gloherty. Alors, t'as eu quoi d'autre déjà? J'ai eu des... Non, toujours varan. Toujours Australien. varan, de l'Acanthurus. Acanthurus, ok. Donc Acanthurus. ça, c'est le plus commun des varans C'est le plus australiens. commun, ouais. Ouais, ok. Je sais pas si c'est la même famille génétique pour le coup, mais... Je suis pas certain. Famille génétique. Le même complexe génétique que les Tristis, etc. C'est de l'Odatria, ouais. Ouais. Donc, ouais. Pourtant, il y a une forme radicalement différente. Il est plus terrestre, plus trapu, et une tête triangulaire. Ouais, ils sont un peu plus larges. Après, en captivité, ils ont tendance, pareil, à être... Varan à queue épineuse. Varan à queue épineuse. Mhm. Ils ont tendance à être, pareil, un peu gras en captivité. Ouais, tout Dans le la temps, nature, ouais. ça reste un varan qui est quand même plutôt fin. D'accord, Donc, pas trop nourri, ça reste un varan longiligne. d'accord, ok. Ah, c'est connu pour être un peu plus bulldog, Ouais, tu vois. moins élancé que du Gloherty, du Tristis, tout ça. Yes. Mais bon, c'est pas du gros varan non plus. Ok, d'accord. Et pour tous ces varans-là, qui sont semblablement sur à peu près la même taille, je pense que le maintien est assez semblable aussi. Ouais, c'est la même chose. Explique-moi un petit peu, comment ça se tient des varans comme ça? Alors, comment ça se tient? Un point chaud, pareil, très localisé, assez chaud. Moi, les Gloherty, pareil, j'étais aux alentours des 50 degrés, point chaud, toujours Waouh, très localisé. t'es chaud. J'ai toujours, sur les varans, j'ai toujours chauffé beaucoup, les téjus, pareil, tout ça. Des animaux que j'ai, entre guillemets, surchauffés. Moi, je mets les miens à 40. 40. Ouais. Pareil, tu mesures ça au thermomètre Thermomètre infrarouge. laser. Ok. Bah ouais, infrarouge. Ouais. Mais avec le petit laser qui Avec te dit le où petit tu laser. vises. Ouais. Parfait ça. Et moi j'ai toujours eu tendance à les surchauffer parce que du coup, si je leur offre 50 degrés point chaud, ils ont forcément une zone où il fait 35, une zone où il fait 40. Et ils choisissent de s'y exposer ou non. Et par observation, ils s'exposent, ils se prélassent vraiment sous des spots à 45-50 degrés.
Donc j'ai fait le choix de leur proposer toujours vraiment très localisé, mais des points chauds qui sont très hauts, plus hauts que ce qu'on recommande en général. Et ça fonctionne plutôt bien chez moi. Donc, Avec un bon UV bien puissant, zone 3, moi je mets. bonne UV, ouais, Zone zone 3 de 3, Ferguson. 12%. Enfin, c'est vraiment, il leur faut des bons UV. Ouais. Ils s'y exposent beaucoup. Et puis, Et en dimension de Terra. pour la Canturus, Bah, en général, moi un je l'ai. mix. Ouais. Si on devait faire un mix, 120, 45, 60 pour un individu, c'est un ou deux individus, Ouais. c'est correct. Ok, c'est exactement ce que j'utilise pour mon couple de Et Tristis. ben c'est parfait, t'as été très bien conseillé. Ouais, je me demande par qui, je me demande où d'ailleurs. Moi j'aime bien ces varans-là parce que ils sont moins dans les effets de mode que d'autres. Qui sont les varans du complexe Prasinus, Par exemple. machin, qui sont très bien. Mais voilà, je trouve que les varans australiens, c'est un peu plus original, un peu plus. Voilà, Il y a un petit ils ont une truc, saveur que j'apprécie beaucoup. Carrément. Yes. Ça mange beaucoup. Ça mange pas énormément. Ouais. Les miens, c'est des voraces. Hein. Ils ont un très bon appétit, Ouais. Mais faut pas les surnourrir. mais il faut pas les surnourrir. C'est ça. Si on veut les garder fins, il faut beaucoup les chauffer et il faut leur offrir de la place. Et puis Beaucoup d'insectes. beaucoup d'insectes, ne pas trop les nourrir. C'est intéressant de marquer les saisons aussi. Moi, j'avais donc sur les Gluerti un mâle qui stockait assez facilement du gras malgré un nourrissage assez occasionnel. Et en fait, il perdait tout son gras en hiver quand je faisais cette baisse hivernale. C'est un animal que je nourrissais peut-être une fois tous les 15 jours, du coup, en hiver. Et donc, ça lui permettait vraiment de puiser dans ses graisses. Et il arrivait en fait à la saison de reproduction en pleine forme, sans gras. T'as fait de la repro alors? J'ai fait de la reproduction sur le Gluerti. Alors comment? Tu les maintenais séparés ou pas? Je les maintenais séparément. Je les ai maintenus en couple. J'ai testé plein de choses parce que les Gluerti, ça a été mon troisième lézard. Donc j'ai eu le temps de tester plein de choses. Quand je les gardais en couple, j'ai eu pas mal d'échecs parce que le mâle mangeait les œufs. En fait, le mâle trouvait les œufs avant moi. Et donc forcément, il mangeait sa progéniture. Donc je les ai maintenus séparés, je les ai mis ensemble pour la reproduction, puis je les ai séparés après accouplement. T'as pu Et observer les accouplements? j'ai pu observer les accouplements, ouais, très fréquents. Ça ressemble à toi ou pas? C'est c'est un petit peu plus long que moi, ça dure parfois plusieurs heures. Ah ouais? Donc c'était quand même vachement plus long. Ok. C'est vrai que marquer les saisons, par contre, tu le vois tout de suite sur le comportement. Ouais. Alors, l'hiver, ils ont pas la même niaque. Hein. L'hiver, pas Ils sont très au bout actif. du genou. C'est ça. Pas très actif, pas trop motivé, ça chasse vite fait, Ouais. ça bouge pas trop. Et à l'inverse, quand on arrive en mars-avril, beaucoup de pulvérisation, insectes à volonté. Moi, je nourrissais à volonté, je lâchais des dizaines de criquets dans tous les sens. Il y avait tout le temps des criquets qui se baladaient. Je balançais 2 litres d'eau par jour en pulvérisation. Et puis, ça déclenchait les accouplements. Et puis après, je séparais et j'avais les pontes de la femelle. Ok. Enchaînons. Alors, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme lézard? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu donc des téjus. C'est quoi? Téjus. Je sais ce que c'est. Hein. C'est vraiment pour vous. Hein. Je fais de la narration là. Téjus, donc un très gros lézard. Ouais. Au niveau gabarit, un peu plus gros que l'exanthematicus, le varan des savanes dont on a parlé un peu plus tôt. Alors après, il y a des localités qui vont avoir un impact sur la taille. Exactement, ça va jouer un peu sur la taille. Localité, sous-espèce ou espèce, pour le moment, c'est pas très clair. Mais pour moi, il y a différentes espèces, parce que je pense que tu penses au blue. Et pour moi, c'est une espèce différente. C'est pas une localité. Pour moi, c'est une espèce différente. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment. C'est pas officiel. C'est pas officiel. Téjus d'Argentine, Salvatore Merianae, un lézard extraordinaire. Vraiment une pépite. Vraiment fabuleux. Ouais. Pour le coup, le comportement est pas le même que le varan des savanes. C'est très différent. Je trouve ça un petit peu moins vif. C'est très actif aussi, très intelligent, ça répond bien. Enfin, c'est vraiment des animaux qui sont au-dessus niveau intelligence. Et on peut avoir des très bons résultats si on passe beaucoup de temps avec. Donc c'est une espèce qui est super cool. Il y a des résultats parfois qui sont compliqués avec les téjus. On va dire qu'ils ont une passion pour la bouffe qui peut les rendre particulièrement agressifs. C'est ça. Une fois qu'ils sont en mode nourrissage, qui doit arriver avec un insecte, une souris, tout ça, parce que là, du coup, c'est une espèce qui est plutôt omnivore.
Ouais. Donc dès qu'ils te voient arriver avec de la nourriture, là ils passent vraiment en mode bouffe. Et tout ce qui passe devant eux, c'est potentiellement quelque chose qui se mange. Donc quand on les nourrit, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller mettre les mains, d'aller les manipuler, tout ça. Il y a le nourrissage et puis il y a la manipulation à part, mais les deux ne vont pas ensemble. Les téjus, c'est des lézards, on pourrait faire un podcast complet dessus, je pense. Carrément, Tellement c'est tellement c'est intéressant, une tellement folie. particulier. C'est grand, c'est hyper beau, c'est noir et blanc. Déjà, c'est noir et blanc, faut C'est le dire. noir et blanc. C'est dingo. Le lézard est naturellement noir et blanc, on retrouve Après, comme ça dans la t'as les nature. rufescences, t'as les blues. Moi, je parle du Salvatore Merianae Merianae, classique. classique. Ouais, c'est une dinguerie totale. Dans la nature, ça mesure jusqu'à 1m40, 1m50. Ouais, 1m50 facilement. C'est énorme. Le truc, c'est né pour manger. Super bourrin, ça nage hyper bien. Ça nage bien, ça court très vite. Ça court très très vite. Ça a une grande très... gueule de con. Ouais. Très belle mâchoire, Et très belles alors, dents. ce qui est dingue chez les téjus, c'est que quand tu les observes, tu vois un peu du varan. Mais tu te dis que c'est pas vraiment du varan. C'est ça. T'as beaucoup de gens qui font la confusion. Et c'est exactement ça. Et... Au niveau de la phylogénie, c'est assez proche C'est des varanidés, mais c'est pas c'est pas dans la branche, c'est à part. On retrouve la petite langue bifide. Exactement. On a une forme qui fait penser à un varan. En Donc, plus trapu, un coup plus court. Plus court, beaucoup plus terrestre. Yes. Et c'est assez ressemblant. Ouais, tout à fait. Ça apprécie beaucoup l'eau. Ça demande beaucoup d'investissement dans les installations, on va pas se mentir. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire après, mais bon. Alors raconte-nous, comment tu maintiens tes téjus, toi? Comment tu as maintenu tes téjus? Alors de beaucoup de façons possibles. Je les ai maintenus en terra, je les ai maintenus en parc, donc toutes les parois pleines et juste le dessus ouvert. Je les ai maintenus dans des sortes de volières, terra-volières, des terrariums avec une façade grillagée. Donc je pense que j'ai testé beaucoup de choses sur les téjus. Tout a très bien fonctionné, mis à part les parcs. Ils ont toujours trouvé une petite sortie, un moyen de s'évader. Oula! Donc malgré les panneaux à 1m20, 1m30 de hauteur, les couvercles, tout ça, ils trouvent toujours une faille. Donc ça s'est mieux passé en terra qu'en parc. T'as déjà eu des évasions? Déjà eu des évasions, ouais. Puis une fois qu'ils ont trouvé la faille, ils y retournent tout le temps. Donc, t'en as une à raconter, une anecdote? Une anecdote d'évasion. Ouais. J'ai un téju, donc un mâle blue. Donc Blue, c'est celle que toi tu considères comme une espèce à part, mais officiellement c'est une localité. Officiellement c'est une localité, mais pour moi c'est une espèce à part. Ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Ils hibernent pas. Ils hibernent pas. Ils ont des couleurs qui sont absolument différentes. Ouais. C'est vraiment, quand on met les deux à côté, pour moi ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment très différent. Et ils ont tendance à avoir un peu plus de caractère que le Merianae. Ils sont réputés pour ça. Ils sont réputés pour être assez caractériels. Donc, du coup, l'évasion a été d'autant plus chouette. Beaucoup plus chouette, beaucoup plus sympa. En fait, donc du coup, il s'est évadé d'un parc, justement. Ouais. Il a trouvé la faille, j'ai essayé de la reboucher, tout ça. Il a toujours trouvé moyen de sortir. Et il s'est retrouvé, du coup, dans la chambre de mon petit frère, qui n'est pas du tout dans les reptiles, qui n'est pas intéressé, qui a peur d'un téju d'1m10, 1m20. Et donc le lézard, en fait, il s'est posé dans sa chambre, il lézardait au soleil. Et donc il s'est mis à crier, à m'appeler pour me dire qu'il y avait un gros lézard dans sa chambre. Et c'était effectivement un téju qui s'était évadé. Super, il y a un téju dans ma chambre. Et il était radiophile, ton frère, ou pas? Pas du tout. Ah ouais, d'accord, ok, c'était vraiment pourri. Non. Génial. Donc, alors, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme type d'install? Ou est-ce que sur celle-là, qu'est-ce que tu as mis en termes de chauffage, de température, de tout? Comment tu nourris un téju? Combien ça coûte tout ce bordel? Alors, à chiffrer individuellement, c'est très compliqué parce que j'en ai eu plusieurs en même temps. Donc c'est compliqué de vraiment chiffrer. Pour moi, c'est des animaux qui coûtent moins cher à entretenir au niveau de l'alimentation qu'un varan des savanes. Ouais. Parce qu'ils sont omnivores. Donc ils mangent de tout, des fruits, des légumes, des insectes, de la viande, enfin vraiment de tout. Et donc moi je les nourrissais avec des préparations inspirées d'éleveurs aux États-Unis qui préparent des mixtures complètes pour éviter de donner une souris, des légumes, des végétaux, parce que les téjus ils ont tendance à trier un petit peu ce qu'on leur met dans la gamelle. C'est sûr que si on leur propose une souris et puis un morceau de salade, ils vont sauter sur la souris.
Donc je faisais des mixtures complètes, donc je broyais en fait l'entièreté des ingrédients, donc une quarantaine d'ingrédients différents que je passais au broyeur manuel et que je congelais. Ça me permettait du coup de décongeler juste la partie dont j'avais besoin. Et donc ils n'avaient pas possibilité de trier, je complémentais ça avec des proies entières pour l'apport en calcium. Et c'est comme ça que je fonctionnais sur les thés jus. Les thés jus, ils sont soumis à un type précis de déclaration pour pouvoir en posséder. Ce qui est bien, c'est que n'importe qui peut les posséder sans certificat de capacité. C'est ça. Ce qui est surprenant. Hein. C'est assez surprenant Vu pour la la taille de l'animal. Et le caractère qu'ils peuvent avoir. C'est ça. Qui peuvent honnêtement être assez costauds. Mais en fait, il faut juste faire une déclaration de détention à la préfecture pour avoir un thé jus d'Argentine. Exactement. On peut en avoir jusque 4 sans certificat de capacité. Jusque 7. Sans certif, c'est sans 4 certif, 7. C'est 7. Ouais. C'est peut-être les iguanes à 4 alors. Les iguanes, c'est 3. Donc le quatrième... Je dis n'importe quoi. Non, mais les iguanes, c'est 3 et le quatrième soumis, du coup, si t'en as un quatrième, il faut le certificat de capacité. Ouais. J'ai peut-être confondu les deux. Je pense que t'as inversé les deux, mais les thés jus, c'est 7. Ok. Génial. Donc ça laisse de la marge. T'as de la place pour mettre 7 thés jus ici. Moi, j'en ai déjà un qui est juvénile. Et il y a quelque chose de particulier avec les thés jus, c'est qu'il faut les faire hiberner. Exactement. Mais bien hiberner, quoi. Bien hiberner, on peut descendre, il faut descendre assez frais. Donc c'est tout un processus qui se met en place. On descend progressivement en température. Moi, je commençais à les descendre à partir de fin septembre, début octobre. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'ils font naturellement. Si jamais on laisse les températures telles quelles, eux, naturellement, ils vont perdre en activité, ils vont perdre en appétit, ils vont se cacher dans un coin. Un peu comme ce qu'on retrouve avec beaucoup d'espèces de reptiles, en fait, au final, des serpents des blés, des pogonas, tout ça. Ils perdent en activité, ils rentrent d'eux-mêmes en hibernation. Et nous, le but, en fait, c'est de les accompagner, descendre les températures, descendre la photopériode, jusqu'à arriver à une extinction complète pour les thés jus. Moi, je les faisais hiberner dans des sortes de caisses plastiques ventilées, que je plaçais dans un garage parce que c'est pas toujours facile de descendre en température dans une maison. Et donc je les faisais hiberner entre 12 et 15 degrés, quoi, jusque mars-avril. Okay. Et puis après, schéma inverse. Il y a des théories là-dessus. Alors, je sais que c'est soumis à de grandes controverses. Hein. Il y a beaucoup de débats autour des thés jus, de leur reproduction, notamment leur système reproducteur, etc., des mécaniques de déclenchement. On dit que cette hibernation est une condition sine qua non et qu'une hibernation ratée pour un mâle, c'est la fin de la reproduction. Ou de la reproductibilité, je ne sais pas comment on peut dire. C'est vrai que c'est ce qui revient assez souvent. Il y a un article très complet qui a été écrit là-dessus et où justement il parle de ça et il affirme ça entre guillemets. Maintenant il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, notamment par exemple Martin, qui d'après ce qu'il avait dit, voilà, c'est des animaux qui peuvent reproduire sans hibernation. Il a déjà vu des spécimens se reproduire sans hibernation. Donc pour moi je les ai toujours fait hiberner. Donc même les blues, j'avais une baisse quand même naturelle de température dans la pièce, donc il y avait toujours une petite baisse. On descendait pas aussi frais, mais il y avait une baisse, et je les ai toujours fait hiberner. Donc j'ai aucune info, est-ce que ça marche sans les faire hiberner, tout ça. J'ai aucune info là-dessus, donc je pourrais pas t'en parler. T'as avancé sur ce sujet-là. Eh ben c'est bien. Alors on enchaîne, qu'est-ce que t'as eu d'autre après ? Une petite question avant d'enchaîner. Ouais. Est-ce que les thés jus, c'est les meilleurs lézards que t'aies eu ? En termes de ce que tu préfères, tu vois, dans tes... Ça fait partie des meilleurs lézards. Parce que c'est un lézard qui a du caractère. Ils sont très vifs, très actifs. On retrouve vraiment le comportement du varan que j'adore. Dans une version très colorée, ils sont vraiment tous différents. Si on prend le rufescence, on en a des très rouges. On prend du bleu, on a des spécimens qui ont vraiment du bleu. Un vrai bleu. Pâle, bleu un peu dragé. Ouais, c'est ça. Donc vraiment des spécimens très blancs, très bleus, avec bleu comme mon radiateur derrière. Noir. Exactement, magnifique bleu. Et donc et puis les Merianae, il y a aussi des souches maintenant. Enfin, il y a de la sélection, tout ça qui se fait. Il y a de l'albinos, il y a des spécimens très noirs sur les Merianae. Il y a des localités aussi. Donc il y a vraiment une variation de couleurs qui est énorme au sein d'une même espèce. Et donc pour moi, ouais, ça en fait l'un des meilleurs lézards que j'ai pu maintenir de par son régime alimentaire, son mode de vie. Tu recommandes à un débutant ? Un débutant, ouais, carrément.
Pourquoi pas. Pour moi, il n'y a pas de lézard pour débuter. On peut débuter avec ce qu'on veut à partir du moment où on prend toutes les infos. Et on est dans la légalité. Et on est dans la légalité, le plus important. On va pas commencer avec du Komodo. Hein. Non, pas du tout. mais pour moi, à partir du moment où tu prends toutes les infos, tu te renseignes, tout ça, si ton rêve c'est d'avoir du téju, si ton rêve c'est d'avoir du varan des savanes ou du viridis pour les serpents, tout ça, il y a beaucoup d'espèces qui reviennent et parfois on réserve, on a un peu un statut élitiste autour de ces espèces-là. Et pour moi, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est surfait. Hein. Ouais, c'est surfait. C'est vraiment une question de passion, de renseignement. D'appétence. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Quel terrarieux tu veux pratiquer? Carrément. Si tu es passionné, fan de tes jus, tout ça, il faut que tu prennes ça en premier lézard. Il faut que tu fonces là-dessus. Il faut que tu prennes ce qui te plaît parce que c'est un animal qui va vivre 15-20 ans, parfois plus. Et donc, faut pas que tu te retrouves bloqué avec un entre-deux que tu as pris parce que c'est l'idéal pour débuter. Il faut que tu prennes l'espèce où tous les jours tu vas la voir et tu as un plaisir à t'en occuper. Donc, il faut vraiment foncer. Si le téju, c'est le rêve de quelqu'un, il faut partir avec là-dessus. L'esprit passionné, de toute façon, tu peux commencer partout. Tu peux commencer Moi, j'ai partout. quasi commencé par les gonocéphalus. Ce qui est pas facile. Réputé pas facile. Et tu t'en es sorti. Yes, alors que j'ai quasi commencé par ça. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Je suis d'accord, je suis ta théorie. C'est une question d'appétence. Alors, après les téjus. Qu'est-ce que j'ai eu après les téjus L'iguane ? L'iguane, c'est vrai que j'ai eu quelques iguanes. Il vous dit pas, hein, mais il a eu beaucoup de trucs en tout. Donc j'ai eu quelques iguanes. Actuellement, j'ai plus qu'un iguane. C'est exceptionnel parce que je vois ta femme derrière les caméras qui est comme ça. Oui. Quelques-uns, ouais. un iguane par-ci par-là. Donc là, actuellement, j'ai toujours un gros mâle, un iguane rouge qui est très très gros pour le coup. Il mesure aux alentours d'un 1m80, 1m90. Non, t'es sérieux là? Ouais. C'est un monstre. C'est un monstre. Donc ça, c'est un Américain. C'est un Américain. Enfin, il vient d'une ferme américaine. C'est ça? Je sais pas. J'ai aucune idée de l'origine. Je suppose que oui, parce que c'est un animal qui a 7-8 ans. Donc il y a 7-8 ans, il n'y avait pas plus de nés en captivité que maintenant. Il y en a actuellement encore très peu. 1m80 passé, c'est déjà un monstre, ça. C'est un sacré monstre. C'est un sacré monstre. Il est hyper cool. Il est vraiment super. C'est un iguane rouge qui est vraiment exceptionnel. Donc c'est un mâle. Souvent on voit revenir que les mâles, c'est un peu chaud, c'est pas les plus cool, tout ça. Lui, il est vraiment exceptionnel. Les iguanes, c'est... Comment dire? C'est particulier. C'est une espèce de lézard qui a une apparence de dragon ultime. C'est le boss final. C'est ça. Avec le fanon gigantesque, les couleurs, les espèces de grosses écailles pendantes là. Ouais. Et la crête. Et la crête qui est exceptionnelle. Les griffes, les dents, la longue queue. C'est ça. Tout est particulier. Ça mange de la salade et des fruits. Son régime alimentaire. Il a les dents quasiment, enfin je pense les plus tranchantes qu'on peut avoir sur un animal non soumis. Et c'est une espèce qui mange que des végétaux. Donc c'est très impressionnant, ils sont très particuliers, ils mangent une grosse quantité. C'est-à-dire pas besoin de certificat de capacité non plus. Encore une fois, c'est surprenant. Et déclaration de détention. Déclaration de détention à la préfecture. Ouais. Ce qui va vite, ça prend un mois à peu près. Ouais, c'est très rapide. C'est pas le bout du monde. Et pour le coup, on peut en avoir. Très abordable. Ouais. C'est ça, hein. Carrément. Sans certificat. 300 certificats. Ok. Alors tu dis rouge. Il y a des couleurs chez les iguanes ? Il y a des couleurs, il y a énormément de couleurs. Ouais. Donc les plus communes, ça va être l'iguane vert, l'iguane rouge, l'iguane bleu. Sauf que maintenant, on retrouve des mutations comme de l'albinos, du suprême, du crimson, du snow. Du snow, il y en a vraiment pour tous les goûts. Aujourd'hui, c'est une folie les couleurs. C'est une folie, il y en a pour vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai un bleu axanthique. Qui est très joli d'ailleurs. Souche thaïlandaise. Donc c'est la sélection, il sera plus petit en taille que... Il sera plus petit. Les Thaïlandais ont des souches plus courtes, plus trapues, beaucoup plus larges, plus trapues, mais qui seront beaucoup moins longues à l'âge avec adulte. Des grandes crêtes, des grands fanons en général. C'est ça, c'est vraiment un travail de sélection qu'ils ont fait là-dessus, et ils ont des animaux exceptionnels. Yes. Bah, il vient de Reptilis d'ailleurs, je crois. Étonnant. Ok. Et donc le tien, comment tu le maintiens ? Alors, comment je le maintiens ? En soi, très simplement, parce que c'est pas une espèce qui est plus complexe qu'une autre. Hein. Donc, même principe, un point chaud. Là, vu qu'on est sur un animal qui est assez balèze,
Pareil, plusieurs spots chauffants. Là, j'ai 2 spots chauffants actuellement. Un néon UV, un éclairage LED, un bol d'eau, des végétaux tous les jours. Bon, là, pour le coup, c'est un très gros mangeur parce qu'il est balèze. Il mange plus d'une salade, enfin une belle salade par jour. En été, l'hiver, il mange un peu moins. Mais ça se maintient assez simplement, ça demande juste des installations version XXL. C'est quand même dingue de se dire que c'est herbivore, frugivore, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. On dirait le boss final d'un jeu de malade. C'est ça. Tu lui mets 2 ailes, il crache du feu. On est vraiment dedans. Mais non, il mange de la salade. C'est ça. C'est complètement très dingue. impressionnant comme espèce. Et en termes de volume d'install? Volume d'install, pour moi, il leur faut au minimum pour un adulte 2 mètres par 1 mètre par 2 mètres. C'est vraiment le minimum qu'on peut recommander en définitif. Moi actuellement, là du coup c'est un animal que je garde chez mes parents, qui est dans un terrat de 4,80 m de long, sur 1,20 m de profondeur, sur 2,50 m de haut. Et là actuellement, donc, je projette de le ramener chez moi, donc j'ai commencé son installation et on est sur 2,70 m de long, 1,70 de profondeur et 3,50 de haut. Ah ouais. Mansardé, donc ça descend jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 4. Oh, c'est déjà une belle install. Mais ça demande des gros volumes. D'accord. Tu fais des terrariums plantés, toi, ou juste efficaces? Alors, je fais des terrariums plantés, mais pas pour toutes les espèces. D'accord. Il y a des animaux que je garde très simplement, de manière très basique. Il y a des animaux que je garde dans des terras plantés avec tout ce qu'il faut, de la brumie, tout ça. Donc ça dépend vraiment de l'espèce. Là, pour l'iguane, c'est compliqué de faire du planté. Ouais, il bousille tout. Il bousille tout, il mange les plantes. Donc si on veut faire du planté, pour moi, c'est adapté si on fait un mur végétal, quelque chose où il n'aura pas spécialement accès. Maintenant, si on lui met une plante en plein milieu de ses branches, il y a de grandes chances que ça tienne pas. Il va la démolir. Ouais. Complètement. Est-ce que c'est dangereux comme animal? C'est potentiellement dangereux, ouais, de par sa taille. La morsure, les morsures, je sais pas si tu as déjà vu des photos, tout ça, de morsures d'adultes, c'est très impressionnant. Truc de malade mental. Hein. Les griffes sont horribles, sont très acérées, ça fait très mal, juste une manipulation sans qu'ils se débattent, c'est affreux. Et même juvéniles, c'est horrible. Ils ont des griffes, c'est de l'arboricole, c'est des animaux très lourds, donc ils ont besoin de griffes vraiment pour s'ancrer. Le mâle que j'ai, il monte jusqu'à 10 kg en été, donc il faut que ça tienne aux branches, quoi. Donc il a des vraies griffes. Donc du coup et la queue, les coups de queue, horribles. C'est un vrai fouet et c'est vraiment pas agréable. Ah bah il t'arrache un œil avec ça. Ah ouais. Il t'arrache un œil. Après le truc c'est pas de dire que les iguanes c'est dangereux, que la Taraeus c'est dangereux et tout, c'est pas du tout ça. Moi je pense que c'est un animal qui mérite une attention sur le fait de l'habituer à l'homme. C'est ça. Ça demande une forme de travail là-dessus. Ça veut pas dire que c'est dangereux, parce que j'ai envie de vous dire qu'un chien, c'est pareil. Un chien, tu l'habitues pas à l'homme, il est limite plus dangereux. Mais il y a quand même cette attention à avoir avec un iguane. C'est ça. En fait, c'est un animal qui a un gros potentiel de coolitude. C'est ça. Et il faut l'exploiter, en fait. C'est vraiment pas un animal, pour moi, qu'on pose dans un terrat et qu'on surveille pas plus qu'un autre. Ouais. Ça demande vraiment une attention particulière. Et une fois qu'il est cool, par contre, c'est godlike. Une fois qu'il est tout cool, gagné. C'est acquis. Et tu le nourris à la main, il vient sur toi, c'est exceptionnel. À la main, tout ça. C'est une vraie relation qui s'installe, une relation de confiance entre lui et toi. Un grand chat, un chat dragon. Un chat géant avec des griffes tout le temps de sortie. Et qui crache du feu. Bon, écoute Théo, c'est génial, je te remercie. On arrive à la fin de ce podcast, on a déjà fait un sacré tour de Télésa. Carrément. On en refera un deuxième sur tes serpents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Avec grand plaisir. On vous dit à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous.